Montez le volume et rendez-vous au premier virage. C'est bien frappé au premier poteau. On n'est pas du tout un pays de sport. Mais oui, Pauline. Mais oui. C'est pas mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Oh là là, c'est bon. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Des entraînements quotidiens, des sponsors, des fans, et pourtant beaucoup refusent encore de considérer les gamers comme des athlètes. Et si e-sport et sport traditionnel n'étaient finalement pas si différents? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'année universitaire 2025-2026 sur le thème de l'e-sport. Je suis aujourd'hui avec Alan, Adrien, Lucas et moi, c'est Margot. Nous sommes tous étudiants au Master Marketing du sport et des loisirs. Et on va discuter ensemble de tout ce qui rapproche ces deux univers avant de s'intéresser à ce qui continue de les opposer. Je propose un petit tour de table pour vous présenter et parler de votre lien un peu avec l'e-sport ou le sport. Qui veut commencer? C'est toi qui prends le lead. Allez Adrien, tu as commencé à parler, présente-toi. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors moi c'est Adrien, je suis un amateur de jeux vidéo plus axé sur les jeux de gestion-organisation, voilà, Football Manager, Clash of Clans, les Total War aussi, c'était un peu mon dada. Après, tout ce qui est FIFA, beaucoup, dès que ça peut se jouer entre amis, dans un esprit de convivialité, pas tant aspect compétition, voilà. D'accord, ok. Du coup, pour ma part, bonjour à tous et bonjour à toutes. Du coup, je m'appelle Lucas. Moi, mon rapport aux jeux vidéo et l'e-sport, pareil qu'Adrien, plutôt amateur sur les jeux, plus typé play, donc on va être sur Fortnite, Rocket League, des jeux de ce style-là. Et je regarde pas mal aussi, du coup, tout ce qui est e-sport, du coup, sur les mêmes jeux, Fortnite, Rocket League, de temps en temps un petit peu de LoL, mais un peu de mal à les comprendre. Donc, c'est plus du visionnage, il faut juste passer des bons moments. Et bonjour à toutes, moi c'est Alan, et encore une fois, et à tous aussi. À tous et à toutes, pardon, excusez-moi, c'est plutôt. C'est comment on écoute ce podcast. Moi je joue aux jeux vidéo depuis très longtemps aussi, tout type de jeux, comme mes collègues, et aussi beaucoup de League of Legends, énormément de League of Legends. C'est mon jeu, beaucoup trop même d'ailleurs, mais c'est mon jeu de prédilection. Je suis énormément à la compétition, même toutes les compétitions, que ça soit même en dehors de l'Europe, Corée, Chine, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Sinon, après, de manière générale, un peu tous les types de sport, c'est mon dada. On le voit, t'es cernes d'ailleurs. Exactement, c'est FIFA. Aujourd'hui, c'est FIFA, c'est pas League of Legends. Et toi, de ton côté, Margot, Et ben alors moi du coup je le regarde plus que ce que je le joue, mais je suis principalement Fortnite. Donc pareil, les compétitions Europe, monde. Un joueur en particulier Ah, un petit joueur, allez Vagnac, chez Gentle Meat. C'est la famille. Donc du coup, on va commencer peut-être par ce qui rapproche un peu l'e-sport au sport traditionnel. Est-ce que vous avez des idées un petit peu de similitude entre ces deux milieux, des choses qui reviennent assez souvent peut-être? L'aspect performance, j'ai envie de dire. Il y a, c'est des compétitions, à la fin, le but c'est de gagner. Il y a pas de. À un certain niveau, je pense que l'aspect de l'amusement passe un peu au second plan, et à un certain niveau, surtout quand au niveau de l'e-sport, il commence aussi à avoir des sommes d'argent qui peuvent être générées, qui peuvent être intéressantes. Je pense que l'aspect compétition, il commence à être assez. Enfin, on peut le comparer Ouais, au sport je pense que c'est le plus gros point qui rapproche du sport même. C'est la compétition. Adrien, toi, t'as l'air, non? Dubitatif. Ouais, dubitatif. Oui, non, alors c'est vrai que l'aspect compétition, quand on parle de prize money, de cash prize, c'est essentiel. Il y a des entraînements intensifs tous les jours, forcément. Maintenant, de là à parler de sport à part entière, est-ce que c'est pas peut-être un peu décalé? Enfin, en reprenant la définition du sport de Pierre de Coubertin, le sport est le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif, appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque. Cette phrase soulève un point essentiel, c'est l'aspect musculaire de l'effort. Oui. Est-ce que le fait de cliquer sur une souris, d'être opportun, est-ce que cela peut se qualifier de pratique sportive? J'ai un doute là-dessus. Oui, alors là, on va y venir pour la deuxième partie de ce podcast sur, bien sûr, les différences entre l'e-sport et le sport. Après, j'ai envie de dire aussi l'e-sport, il y a beaucoup de similitudes dans le sens où les joueurs pros s'entraînent 6 à 10 heures par jour comme les sportifs. Ils font des débriefings vidéo, ils regardent les matchs, il y a des Des analyses. oui, exactement, des analystes, des préparateurs mentaux. Il y a quand même beaucoup de choses qui fait penser à du sport malgré
l'aspect physique, je l'admets. Pour reprendre un petit peu ce que disait Adrien, peut-être qu'il n'y a pas cet effort musculaire à proprement parler durant le sport, mais pour de nombreux jeux et nombreux joueurs, ils ont quand même du coup des gaming houses, comme on appelle, à disposition, où dans celles-ci, on retrouve des salles de musculation, des préparateurs physiques. Ouais. Donc, ils n'ont peut-être pas cette façon de faire du sport comme on peut le voir sur du foot ou du tennis, mais il y a quand même cette préparation-là à côté où eux-mêmes vont faire de l'activité physique pour entretenir un rythme de vie, un train de vie, Et la nutrition aussi, par la contre. nutrition aussi. Donc, je veux dire, c'est quand même assez bien représenté. Et puis voilà, pour revenir sur les gaming house, récemment, par exemple, une équipe comme Gentlemate a présenté sa structure et on peut retrouver salle de sport, on peut retrouver des endroits pour faire des coachings privés, on retrouve chaque jeu à sa salle pour permettre de faire ses entraînements, ils sont tous suivis. Ce qui ressemble vachement au final à un club qui peut... C'est ça, au final, les infrastructures Une sportives, un centre d'entraînement comme on pourrait voir pour n'importe quel Et sport. alors, c'est là où je me questionne. Quel est réellement l'intérêt pour ces athlètes, soi-disant, de s'entraîner physiquement, musculairement, si ce n'est pour ne pas être toute la journée dans leur chambre à manger des chips? Parce que tout l'aspect nutrition même ou même physique, ça a toujours un bienfait sur le mental et sur les performances. Des fois, il y a des joueurs qui vont s'entraîner pour la réactivité. C'est clairement aussi pour quand tu dois cliquer sur un adversaire le plus rapidement possible, pardon. Ouais, il y a des jeux où il y a besoin d'avoir ce temps de réaction où c'est ces clics, ces millisecondes où tout est important. Après, jusqu'à il y a pas longtemps, j'aurais été d'accord avec toi dans le sens de dire qu'avant, c'était vraiment pas professionnel, où tout était fait à l'arrache et il y avait pas cet aspect de bien-être mental, de pousser la performance au maximum. Mais là, tel que l'e-sport se présente aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en place autour, je pense que là, on se rapproche de plus en plus du sport. Après, là, c'est la définition de sport de base qui remet Là. en question. Est-ce que c'est juste l'effort physique ou c'est l'aspect compétition et l'aspect performance qui fait que c'est un sport ou pas? Chacun peut avoir sa définition du sport, bien entendu. Maintenant, vous me parlez d'entraînement, de questions d'hygiène de vie. Ça peut s'apparenter à tous les milieux, finalement. Les acteurs de cinéma doivent entretenir leur hygiène, avoir une corpulence parfaite, des mannequins aussi. Pour autant, ce n'est pas du sport, du mannequinat. Il y a des compétitions de mannequinat. Ils recherchent la performance, la beauté, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas considéré comme du sport. Alors pourquoi l'e-sport, les jeux vidéo, rentrerait là-dedans? Comme tu le dis bien, on parle d'e-sport, on ne parle pas de sport à part entière qu'on peut voir sur un terrain de foot, mais on parle de sport du coup côté numérique. Donc c'est un peu ça peut faire contrebalancer par rapport à ce que tu es en train de dire, mais il y a quand même, du coup, comme on vient de dire, cet aspect-là, c'est encadré. Comme disait Alan, ces dernières années, c'était moins encadré, donc il faut se dire que chacun chez soi, le joueur, et sa propre vie. Ouais. Maintenant, c'est quand même assez, je veux dire, il y a des vraies règles, c'est assez cantonné, c'est assez précis, qui amènent à démocratiser la chose et à le faire comprendre, le faire passer sous du coup de l'e-sport. Ça va pas être du sport à part entière. Il y aura toujours cette petite différence, mais ça tend à se développer pour devenir quelque chose d'essentiel. De plus en plus de LAN aussi avec des tournois physiques qui se font plus régulièrement, énormément de spectateurs, même plus parfois que du vrai sport, hein. Du vrai sport. C'est sûr, mais après aussi, je pense Du sport traditionnel, enfin, genre. ouais, mais je pense aussi c'est surtout parce que l'e-sport est basé sur le modèle, on va dire économique et on va dire le modèle aussi en termes d'organisation du sport traditionnel, hein, du coup. Tout est repris et l'adapte en fonction de son milieu. Là où, par exemple, quand tu parles de mannequinat ou de cinéma, on a cet aspect compétition, il peut toujours y être, mais c'est pas vraiment organisé de la même manière. L'aspect économique n'est pas tourné de la même manière, alors que l'e-sport, c'est à reprendre le modèle de plusieurs sports différents en fonction des jours. jeux. Ouais, tu veux dire que peut-être en termes de modèle d'engagement des fans, de structure d'accueil, notamment des stades, des gymnases qui accueillent des compétitions, ça s'apparente beaucoup plus au sport? Je pense aussi, mais surtout aussi, par exemple, en termes d'e-sport, quand on parle d'e-sport, tout le monde fait de l'e-sport si on prend en compte le fait que si on joue aux jeux vidéo, est-ce que c'est de l'e-sport? Oui et non, mais du coup, si on prend le modèle professionnel, là où les gens se déplacent pour regarder un spectacle, un show, et avec des gens qui se déplacent pour regarder un sport ou un e-sport, je pense que les deux modèles sont pareils, ou en tout cas plus ou moins similaires, et avec les gens qui se déplacent pour regarder ça, avec ce concept d'ultra qui arrive aussi un peu dans le monde de l'e-sport, je pense qu'on peut considérer ça comme du sport. C'est sûr que c'est pas un sport traditionnel, mais ça s'en apparente plus ou moins déjà par la structure et par la manière dont les gens vivent la chose. Et j'aimerais revenir pour finir un petit peu cette première partie qu'on disait différents styles de sport. À Adrien de poser une question. Du coup, tu dis derrière un écran à cliquer, c'est pas forcément du sport, mais si on compare par exemple à la Formule 1,
où ils sont assis sur un siège, ils appuient sur des pédales. Est-ce que tu compares ça à ce qu'ils font du sport ou ils font pas du sport? Il va faire un débat dans le débat. Oui, tout à fait, c'est une très bonne question, Lucas. Après tout, est-ce que la Formule 1 est du sport? C'est un petit peu, je pense, un débat qui s'est passé il y a des années bien antérieures. Le débat a dû être le même. Le fait est, quand ils ont pris la décision automobile de faire entrer ça dans du sport, il est vrai que la réponse à sa question, précisément, je n'étais pas là à cette époque. Maintenant, voilà, donc à bientôt une fédération d'e-sport. Pourquoi pas? Parce que Pour structurer encore mieux. Et puis après aussi, quand tu parles de manière générale de Formule 1 ou de sport comme ça, il y avait beaucoup de... Enfin, fut un temps où on parlait de sport mécanique. Là où, par exemple, on parle de sport pas traditionnel pour l'e-sport, avant, la Formule 1, c'était un sport mécanique. Est-ce que le fait que ça soit un sport mécanique fait que c'est pas du sport? Alors qu'il y a tout l'aspect, encore une fois, là, il y a l'aspect physique qui rentre en jeu, parce que dans l'e-sport, on parle de il n'y a pas de débauche physique, on clique juste sur une souris ou sur une manette, mais au final, il y avait tout l'aspect physique et effort avec de la perte de kilos au niveau de la Formule 1, ils jouaient leur vie, des fois même. Et pourtant, on parlait de ça de sport mécanique et pas traditionnel, donc je pense que le débat, ça s'apparente à l'ancienne, à justement sport Formule 1, est-ce que c'est un vrai sport? Je pense que le débat est juste tourné en fonction de... Peut-être que dans quelques années, au final, l'e-sport sera au même... sport digital. Exactement, ça sera peut-être au même niveau maintenant que la F1. Après, par exemple, aussi, il y a toute la gestion du stress pendant les tournois, donc les préparateurs mentaux, comme on a expliqué au début. Il y a un niveau de concentration extrême aussi. Et tout ça, c'est vraiment similaire au sport, la fatigue cognitive, les carrières aussi très courtes, comme les gymnastes. Souvent, ils vont pas au-delà de... Enfin, selon les jeux, mais Fortnite, t'es plus 20 ans, 21 ans, ça commence à finir la carrière, donc... C'est vrai que déjà, lors de la première Coupe du Monde de Fortnite, les meilleurs avaient plutôt 13-14 ans. Exactement. Et après, on n'entend plus parler. C'est quelque chose qui ressemble aussi du coup au sport, quoi. Comme les gymnastes. On a une carrière assez courte. Et puis, pour revenir du coup sur l'aspect mental, comme on disait, effectivement, quand il y a des gros événements, qu'on a un événement public, effectivement, les joueurs professionnels, du coup, ont certaines pressions. Un peu comme les sportifs, on va dire, des joueurs de foot, pour reprendre l'exemple. Ils rentrent dans un stade, il y a du monde qui le regarde. À différentes échelles, sur des stades en National 2, il va y avoir 4000 personnes. Et quand on va arriver sur des stades de Ligue 1, on sera à 25-30 000. Pareil pour l'e-sport, selon les jeux, il y aura plus en plus de public. Puis il y a cette sphère-là aussi qui s'apparente au côté digital sur place, mais digital sur les réseaux sociaux aussi, comme on peut voir les compétitions sur Twitch, sur YouTube. Et cet aspect-là aussi, comme on dit tout à l'heure, de performance, où les joueurs peuvent recevoir aussi des messages derrière en fonction de leur performance. Donc il y a quand même un aspect assez important sur ce côté-là mental, qui n'est pas à négliger et qui est important à relever. Enfin, je trouve en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Il y a un aspect aussi économique, là où par exemple dans le sport traditionnel c'est peut-être plus simple pour les clubs d'avoir une santé financière stable et de perdurer dans le temps. Les clubs e-sport c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que du coup il y a beaucoup de clubs qui vivent sur le cash prize des tournois. Et c'est là où du coup la pression psychologique des joueurs qui est de performer non pas déjà pour eux gagner de l'argent mais juste pour continuer à jouer dans une équipe ou que la structure perdure, ça rajoute une pression mentale où on se dit une mauvaise performance peut littéralement mettre à mal l'équipe et la société entière en final. Il y a aussi la question des partenariats où généralement l'équipe est après sponsorisée par des marques plus ou moins différentes. Par exemple, je sais qu'en Corée sur League of Legends, il y a beaucoup de banques qui sponsorisent des équipes et ils ont de l'argent. Mais ils font ça pas parce qu'ils ont envie de le faire et parce que c'est sympa et que c'est par la jeunesse, mais c'est parce qu'aussi ils veulent avoir un retour sur investissement. Et le nombre, par exemple, en LCK, du coup, dans la Ligue coréenne de League of Legends, de sponsors qui tournent parce que les équipes performent pas et du coup, le nombre de joueurs qui se retrouvent à jouer une saison puis après être mis à la porte parce qu'ils n'ont pas assez performé, l'aspect mental, il joue parce qu'une année, c'est peut-être déjà fini ta carrière. Donc, Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, on est dans l'actualité. Par exemple, pour reprendre sur le même jeu League of Legends côté français, Gentlemate qui a fait une saison assez moyenne, ils ont annoncé de couper leur roster, du coup leur équipe. Donc c'est là où on voit justement que les performances impactent vachement sur le jeu et qu'on peut prendre des décisions par rapport à ce système-là financier, d'arrêter un jeu en particulier parce qu'il n'y a pas de performance derrière. Donc effectivement, pour les joueurs, ça rajoute une pression mentale importante. Ouais. Et où on voit où l'e-sport est peut-être moins stable que le sport encore actuellement. Et même au niveau des clubs, là par exemple, en prenant l'exemple de Gentlemate,
Ils vivent aussi beaucoup grâce au merchandising, mais je pense que pour des petits clubs qui malheureusement n'ont pas une fanbase assez conséquente, c'est peut-être plus compliqué pour eux de recruter des joueurs, de continuer à se développer et à être rentable. Et tout ce que tu disais, Margot, ça me fait penser à notamment une équipe. Alors, il y avait du Hearthstone, du Fortnite, je pense à Solari. Solari qui était omniprésent sur Twitch. Le Twitch Fortnite français, c'était Solari. Je pense que leur principale source de revenus, c'était ça, c'était le stream. Aujourd'hui, que sont-ils devenus? Et bah, figure-toi que c'est, je pense, une des équipes françaises qui, alors certes, n'a pas beaucoup de résultats et rayonne pas forcément à l'international, mais je pense que c'est une des sociétés qui est le plus stable parce qu'elle est là implantée depuis déjà longtemps et qui justement fait pas des choix de s'implanter dans des jeux ou dans des ligues qui va leur coûter beaucoup d'argent. Ce qui fait que du coup, ils peuvent continuer à exister sur les jeux dans lesquels ils sont. Fortnite. Ouais, par exemple, Fortnite, ils continuent d'être là malgré le fait que bah, ils ont été plus ou moins pris de court par Dentalmate. Rocket League, je sais qu'ils ont encore une équipe alors que ça a jamais vraiment performé. Ils sont là depuis les débuts de la LFL sur League of Legends. Ils sont quand même souvent là. Et c'était pas les premiers à avoir ou dans les premiers à avoir une fanbase C'est les premiers parce que c'est Twitch. leur surnom, c'est la team d'amis parce que c'est des teams de streamers et c'est le modèle qui a été repris par beaucoup de structures ouais, qui se basent plus sur la personnalité plutôt que de faire un club et c'est ce qui différencie aussi du coup l'e-sport du vrai sport. Ouais. Là où le sport c'est un peu des institutions et on supporte une institution et pas vraiment une personne. Dans l'e-sport on se calque du coup plus ou moins sur les streamers ou sur les personnalités qui sont dans ces équipes. Ce qui fait que du coup, on a une relation qui est moins. Enfin, on est moins attaché du coup à l'équipe et la structure. Et pour finir, je pense avec du coup la première partie sur tout ce qui peut ressembler au sport, donc l'e-sport et le sport. Comme on a dit, du coup, il y a aussi une fanbase qui est très engagée, des chants en live aussi qui sont repris, donc comme au foot par exemple, donc dans les événements physiques. Un mercato aussi des joueurs, et du coup aussi l'influence des créateurs de contenu, du coup, qui sont un peu équivalents aux commentateurs sportifs, comme tu viens de le dire, Alan. Mais en effet, je pense que dans l'e-sport, un petit truc qui différencie du sport, comme tu l'as dit aussi, je reprends, mais on est beaucoup plus proche des streamers que des commentateurs sportifs qu'on peut voir par exemple dans le foot. En fait, le principe de live, le fait qu'il a un chat interactif et on parle vraiment avec les streamers, ça rapproche d'autant plus aux structures et aux clubs. Parce que du coup, c'est ça en fait en termes de diffusion. Hormis certaines grosses compétitions internationales, il n'y a pas de championnat à part entière, il n'y a pas de compétition diffusée sur les jeux. Enfin, je veux dire, ça peut exister, il y en a, mais les spectateurs vont voir les lives de chaque structure et non pas de la ligue. Alors, Ça- ça dépend les jeux, parce que par exemple pour Fortnite, quand du coup il y a les Worlds, bon bien sûr pas pour tous les tournois, mais pour le plus grand on va dire, là pour le coup Fortnite stream, donc tu peux voir le tournoi en globalité. Après, la plupart du temps, j'avoue que chacun va regarder son club, donc les supporters gentlemen vont regarder le stream par exemple de Nikov qui a cast, Solari, etc. Après, tu peux voir le plus global, mais malheureusement c'est pas celui où il y a le plus de vues, donc... Pour rejoindre ce que disait Margot, sur ce côté de proximité, le fait d'aller voir directement chez son équipe, on a l'impression de plus vivre la chose que si on regarde sur un stream global, où c'est des commentateurs lambda qui font leur métier, mais de se retrouver à regarder sur la structure qu'on supporte. Et pareil, la petite différence avec le sport traditionnel, sur le match de foot, les structures sont totalement différentes, mais on regarde le principe du directeur sportif ou des directeurs, les présidents de club. Là, pour le coup, on va retrouver des présidents de club en tant que commentateurs pour commenter la compétition de ces joueurs, chose qu'on ne retrouvera pas forcément sur le sport tradi, où là, ce sera plus des prises de parole. Et du coup, ce côté-là, d'être proche du directeur de la structure, peut-être ça rajoute une certaine fanbase, un certain engagement pour la fanbase, en tout cas, qui peut être peut-être plus important ou plus intéressant, parce que Après, peut-être que j'ai des bêtises, mais je crois que déjà de base, le sport traditionnel reprend un peu du coup ces codes-là d'avoir des personnalités qui sont rattachées au club, qui commandent des événements de leur équipe. Ça se fait sur Twitch, mais je crois qu'aussi déjà de base, il y avait des chaînes télé, il y avait OLTV, les plus connus parce qu'il y avait beaucoup d'extraits qui passaient sur Twitter et tout, mais c'était quelque chose qui existait déjà de base. Et je trouve ça plutôt bien d'avoir des diffusions qui peuvent rattacher les gens à une structure tout en ayant aussi à côté des diffusions qui se veulent plus neutres
et qui vraiment sont là pour commenter la compétition et non pas de supporter une équipe. Et je sais aussi que, par exemple, là, pour le coup, c'est plus le sport qui a pris exemple sur l'e-sport. Mais RMC Sport pour le tennis de table, je sais qu'ils streament sur Twitch. Donc là, pareil, il y a une interaction avec C'est ça, c'est pareil pour le MMA ou les sports de combat. C'est toujours RMC qui a repris ce modèle-là pour du coup engager plus de personnes et essayer de se mettre, on va dire, sur les réseaux à streamer pour engager du monde et qu'on rajouter cette proximité-là avec un chat interactif. Voilà, c'est ça en fait. Concernant la gouvernance du modèle de diffusion, elle est différente dans les sports et dans les sports traditionnels parce que on regarde la ligue de football, les clubs ne sont pas propriétaires de leurs droits de télé, ils ne peuvent pas streamer en même temps. Ça a peut-être été le cas à une époque avec OLTV ou alors en diffusion différée, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là où les structures l'e-sport. d'e-sport, tout à fait, Ont le sont un droit petit peu libres. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement. Bah, c'est ce qui a, c'est la plus, je pense, c'est la plus grande différence qui existe entre le sport et l'e-sport, c'est l'aspect des droits TV où c'est ce qui fait vivre en particulier du coup les sports traditionnels, c'est les droits télé, et c'est ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée d'exister pour les structures dans l'e-sport, c'est qu'il n'y a pas de droits télé. Tout ça du coup doit se faire à partir du merchandising ou des événements qu'ils peuvent créer, et bah c'est quelque chose qui est différent, mais au final, est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Je pense pas que dans l'e-sport, ça soit possible de faire autrement. Et c'est sûr que du coup, les clubs, ils s'adaptent en proposant du coup des manières différentes de proposer le contenu à leurs supporters. Après, en fait, tu es libre du contenu que tu veux créer autour de ton équipe parce que du coup, t'as pas de droits qui sont attachés. Mais après, tu peux pas faire n'importe quoi non plus parce que justement, du coup, plus le truc devient professionnel, plus par exemple les ligues, en fonction des jeux, bah, s'approprient et comprennent qu'il y a un filon à gratter et laissent pas du coup laissent pas la liberté aux équipes de créer leur contenu et de faire ce qu'ils veulent, de diffuser n'importe comment. Là où par exemple sur League of Legends, il y a des co-stream, mais c'est fait de manière très encadrée, on peut pas dire n'importe quoi. Il y a des horaires à respecter. Par exemple, même si son équipe joue pas, pour la CACORP, par exemple, Kabel est obligé de streamer aussi des fois les autres matchs. C'est pas obligatoire de faire tout, mais généralement, il faut streamer les autres matchs, que ça soit aussi pour Valorant. Je sais que Gentleman, généralement, ils diffusaient leurs matchs, mais avant, il y avait déjà des gens qui commentaient les matchs avant. Donc, c'est quand même réglementé. On peut pas faire n'importe quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, si on prend notre jeu Rocket League, quand il y a les compétitions sur les week-ends, les heures sont précises. L'équipe joue à 14h, donc on sait que ça va être à 14h. Il y a quand même une certaine, comme tu dis, un aspect professionnel à respecter. On ne peut pas décider de le streamer après ou avant. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on doit respecter des échéances assez précises. Oui, il y a une organisation qui tend de plus en plus à se professionnaliser, tels que les sports traditionnels. On en est tous conscients. Donc, le fait qu'il y ait une fédération e-sport, ça ne choquera personne. Je pense pas que ça soit faisable parce qu'il y a trop de contraintes et de différences entre certains jeux. Là où, par exemple, certains sports ne fonctionnent pas de la même manière, que ce soit par exemple le tennis et le football, c'est pas du tout fait c'est pas géré de la même manière. Et je pense pas qu'en e-sport, ça sera quelque chose qui sera faisable. Là où il y a des jeux qui tendent plus à tendre vers un modèle de championnat comme pour le foot, alors que d'autres tendent plus vers des modèles de LAN et de tournois comme le font le tennis. Et pour le coup, même le problème aussi du jeu, est-ce que le jeu va continuer à vivre ou à juste disparaître? Le problème, du coup, c'est que sans ce cadre-là, comment unifier les jeux vidéo? Comment les catégoriser? Enfin, Moi, je pense que c'est à catégoriser par jeu et Fortnite gère Fortnite avec Epic, bien sûr. C'est ça qui est un peu compliqué aussi. C'est justement, comme on le dit, la fédé tennis, elle gère le tennis. Mais pour une fédé d'e-sport, c'est un peu compliqué parce que comme il y a plusieurs jeux et chaque jeu est développé par un organisme à part entière, c'est compliqué de réussir à collaborer entre tous alors que les jeux sont différents. Effectivement, ça peut paraître compliqué et laisser la gestion au jeu peut être plus intéressante. Mais comment du coup l'unifier avec les différents jeux, c'est là tout l'aspect. Je pense pas que ça sera peut-être possible, mais j'estime que c'est mon avis, mais je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. Là où, par exemple, il y a des compétitions comme, par exemple, que ce soit les Jeux Olympiques ou surtout les Jeux Olympiques qui, justement, unifient un peu tous les sports. Mais à la base, quand on parle de sport, on catégorise, par exemple, il y a le football, le tennis. Bah, je pense que l'e-sport, c'est quelque chose qui est à faire. C'est pas l'e-sport avec tous les jeux qui sont englobés, c'est l'e-sport avec chaque jeu de son côté. Et il continue, du coup, à
se baser sur les sports traditionnels en créant par exemple le SWC, enfin le WC ou l'eSport World Cup, où du coup ils font un système de Jeux Olympiques avec les jeux différents en essayant de les ramener sous une même bannière, mais de faire ça de temps en temps. Tu vois, c'est un événement dans l'année ou tous les 2 ans. C'est un événement occasionnel que tu fais pas tout le temps parce que tu peux pas rallier tout en même temps. Les calendriers sont différents, les sports, enfin Les jeux évoluent les aussi. jeux sont différents. Les jeux, par exemple, on a un exemple de Rocket League qui, pour l'instant, se Oui. tend à disparaître Ouais. parce que pour plein de raisons différentes. Mais je pense pas que ça soit bon du coup de rallier. Mais ils se renouvellent Ça- pas en fait. Non, Et pour le coup, du coup, c'est Epic qui gère aussi Fortnite. Et là, pour le coup, Fortnite est un jeu qui évolue régulièrement, quoi, à l'inverse de Rocket League. donc je pense que c'est pour ça que c'est pas nécessaire justement. C'est bien de prendre des codes du sport traditionnel, mais pas vouloir ressembler à 100% de la même manière et devoir tout unifier. Je pense que c'est quelque chose qui est pas faisable. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit. Que ce soit par exemple pour les supporters qui prennent exemple aussi sur les supporters de sport traditionnel. Je pense pas que c'est quelque chose à prendre en compte. Par exemple, le système d'ultra, pour moi, colle pas du tout avec l'e-sport. C'est quelque chose qui est pas faisable. Enfin, quelque chose qui est pour moi pas logique. Je vois pas comment il peut y avoir des ultras dans l'e-sport. La mentalité est pas du tout la même. Les attaches par rapport aux clubs sont pas les mêmes lieux, peut-être. En fait, je pense que le mot peut être le même, mais juste, il n'y a pas la même définition derrière. Une culture. C'est ça. Je pense que c'est bien de vouloir ressembler au sport, mais il faut pas mettre ça enfin, essayer de ressembler à 100% au sport, faire comme. Ça, c'est de recopier. C'est ça, ouais, c'est de l'e-sport, c'est quelque chose de différent que le sport traditionnel, avec à l'intérieur plein de jeux qui sont totalement différents, avec des buts différents, un spectacle qui est différent. Et je pense qu'il faut les prendre en tant que tels et pas essayer de ressembler à un modèle qui est déjà mis en place depuis déjà des centaines d'années. Oui. Je vais peut-être un peu loin, mais le sport traditionnel, aujourd'hui, est reconnu par l'État, il est subventionné, il est poussé à grandir. C'est un objectif du président, de ministère pour l'image de la France, tout ça. Aujourd'hui, l'e-sport, comment l'institutionnaliser si on ne peut pas en faire une fédération et tout ça? L'e-sport sera toujours reconnu comme sport non attaché au gouvernement. Après, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Adrien, ce côté-là, de le reconnaître, on sait aussi, pour parler de jeux vidéo, il y a certains préjugés qu'on peut avoir de manière globale, les jeunes générations face aux anciennes générations, sur le côté, les jeux vidéo, il y en a, c'est un peu violent, enfin, selon les jeux. Est-ce que du coup, ça peut être aussi des freins qui peuvent... Après, pour cette question-là, je pense pas, étant donné l'arrivée du MMA. Enfin, il y a des sports qui sont interdits aussi à partir d'une certaine catégorie d'âge. Ça va dépendre des cultures, je pense aussi. Là où en Europe, les jeux vidéo, c'est pas niche, mais ça le reste un peu, où il y a beaucoup plus de gens qui font du sport plutôt que de l'e-sport. Sachant que je pense que la plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo n'ont pas l'impression de faire partie de ce monde-là, juste ils jouent pour leur plaisir. Là où, par exemple, dans certains pays d'Asie, là-bas, c'est considéré comme quelque chose d'important, avec des choses qui sont mises en place juste pour ça, parce que c'est quelque chose qui est considéré d'important. Je sais que, par exemple, pendant les compétitions, il peut y avoir des entreprises qui laissent partir leurs employés pour aller regarder ça, que même les parents poussent leurs enfants parce qu'ils savent que c'est une voie c'est une voie qui a potentiellement, qui peut être lucrative déjà pour leurs enfants. Mais même de base, je pense que quand tu es enfant, comme tu dis, tu joues pour le plaisir. Et il y a aussi la barrière à avoir un PC, après se lancer concrètement dans ce milieu-là et devenir pro en e-sport. Mais c'est pas facile parce que déjà, tu sais pas si tu vas être rentable. C'est vraiment incertain encore plus que le sport. Donc, il y a énormément de barrières aussi. Mais je pense vraiment que en tout cas, je sais pas si c'est la bonne action, mais en tout cas, l'État et la France devraient essayer de mettre en avant cet aspect parce que quand on prend du coup toujours les cultures asiatiques, ça fonctionne, ils le mettent vraiment en avant et ça permet du coup de montrer de l'exemple à la jeunesse que c'est quelque chose qui est faisable et ça montre aussi, ça fait rayonner le pays à l'international. Là, quand on voit la Corée qui, dans un événement comme les Worlds of League of Legends, qui est quasi je pense, le plus grand événement e-sport du monde, avec le nombre de personnes que ça rassemble, voir des jeunes Coréens, même si on a des moins jeunes, parce que Faker a quasi 30 ans, mais des jeunes Coréens qui sont là, qui vont montrer au monde que c'est les meilleurs et qui montrent leurs compétences au monde, ça montre que ça pousse les jeunes à potentiellement se lancer dans ce milieu. Et quand on voit aussi le
le WC ou même les eSport World Cup dans certains jeux vidéo, où on voit que ça met en avant c'est l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne, c'est plus une équipe, une structure, c'est des joueurs français qui vont représenter le pays. Je pense que c'est quelque chose qui est à mettre en avant. Et le jour où il y aura la Coupe du Monde de plus ou moins tous les sports, enfin tous les 10 sports et tous les jeux différents, là, la France pourra mettre en avant du coup leur culture et qu'ils ont des compétences dans ce domaine. Et ça montrera au monde que c'est ancré dans la culture et ça fait que du bien pour l'image des Jeux Olympiques. De toute façon, je pense que ça va se faire progressivement et que l'e-sport a encore des choses à prouver, mais peut-être que d'ici quelques années, l'e-sport va gagner en crédibilité. Et puis on peut voir un peu, pour reprendre, tu disais que la France essaye quand même aussi de s'adapter un peu à l'e-sport. Récemment, les Coupes du Monde qu'il y a eu du coup sur 2 jeux différents, Fortnite et Rocket League, se sont déroulées en France. Ouais. Ce qui montre que ça tend, même si ces modèles de jeux-là sont plus européens, américains, pas forcément asiatiques, un peu moins, il y a quand même du coup une part, au final ça se retrouve en France. Donc on voit qu'il y a un effort qui est fait aussi pour s'adapter et pour essayer de d'institutionnaliser un petit peu la chose et voilà, de le faire développer. Si vous, par exemple, voilà, vous l'avez suivi, si vous êtes rendu sur place pour ce genre d'événement. Oui, oui, moi je suis allée sur place. Et pour le coup, d'ailleurs, ils ont annoncé encore d'autres LAN physiques. Du coup, là aussi, on voit qu'ils ont des efforts qui sont faits pour que en fait, les compétitions se passent en physique et pas forcément en stream et en virtuel. Mais beaucoup plus, du coup, comme des matchs. On peut se dire que s'ils tendent à faire ça, c'est qu'on voit qu'il y a un vrai axe de développement à tirer de ça pour faire des événements. Au final, par exemple, forcément, les jeux vidéo, ce sera en indoor. Ça va être compliqué de faire un outdoor pour plein de raisons. Mais du coup, ça peut tendre à des événements comme on peut voir, nous, ici, sur Montpellier, l'Open Sud de France, un tournoi de tennis. Il y a plein d'activités annexes. Un peu pareil, je ne sais pas, Margot, si tu as pu constater qu'il y avait des petites choses à côté, pur jeu, sur l'ambiance, la restauration, les événements extérieurs. Oui, en vrai, ça se passait comme du sport traditionnel. Il y avait aussi du merch qui était vendu, il y avait des coins pour jouer, donc des 1v1 par exemple sur du bullfight. Mais après, même pour le coup, pour parler, donc c'était à Lyon, LDC Arena, elle était remplie. Donc pour le coup, c'est qu'il y a vraiment une demande et Il y que. a l'attrait pour ça. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de la Carmine Corp, qui a réalisé des KCX pour présenter ses joueurs ou qui a fait des gros événements. Et pareil, à chaque fois, ça affiche complet. On voit un réel engagement de la part des fans. Ils ont même acheté un stade pour justement essayer d'avoir un lieu où les fans se réunissent et potentiellement organiser des rencontres. Ce qui fait que ça réunit encore plus de gens en physique et ça sort un peu de ce côté un peu réfugié, ordinateur, nerd qui sort pas de chez lui et qui n'est pas forcément en très bonne santé. Ouais. Du coup, pour un peu conclure ce petit podcast, on va faire un tour de table. D'ici quelques années, vous voyez l'e-sport évoluer comment? Adé, je t'en prie. Alors, pour ma part, c'est assez flou. L'e-sport, voilà, n'est pas cadré, pas de règles, pas d'organisation, pas de gouvernance. Donc j'ai du mal à voir. Ce serait un petit peu des jeux qui font leur compétition à droite à gauche, avec certes des supporters, un modèle professionnel, c'est cool. Mais c'est un peu flou pour moi encore. Ok. Alan, tu vois ça comment? Même malgré la passion que j'ai pour ce domaine et pour l'e-sport de manière générale, je suis plutôt d'accord avec Adrien. Je vois l'e-sport, c'est assez flou pour moi. Quand on voit qu'il y a certains développeurs, enfin certains jeux qui réunissent beaucoup de monde, qui plus ou moins se cassent un peu la gueule, on va dire, ou qui sont voués potentiellement à disparaître, c'est là où on se demande quand même, est-ce que le système économique choisi par l'e-sport de manière générale, est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer dans les années à venir? Je suis certain d'une chose, c'est que League of Legends continuera. Ça, j'en suis sûr. Pour les autres jeux, je sais pas vraiment. Donc ouais, l'absence de règles, l'absence de gouvernance et l'absence de cadrage fait que j'ai du mal à voir ça évoluer en très bien ou en très mauvais. Ça reste assez flou et je suis d'accord avec Adrien sur ce sujet-là. Ok. Et pour toi, Lucas? Pour ma part, je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Alan. Je le rejoins parfaitement là-dessus. Ce côté-là, sans trop de règles spécifiques, sans trop de gouvernance, c'est compliqué à se projeter. Mais je pense qu'il va quand même y avoir, comme on a pu le dire juste avant, on essaye par exemple nous en France de faire plus d'événements. Donc je pense qu'on va quand même continuer à essayer de développer la chose. Peut-être que ça se réduira à que 1, 2 ou 3 jeux et qu'il n'y aura pas des centaines de jeux évidemment mis en place. Mais je pense qu'on ça pourrait essayer de continuer et tendre vers un modèle économique précis. Peut-être que voilà, ils vont trouver des solutions. Et moi, j'ai envie de me dire, il y aura quand même du progrès là-dessus. Puis tout le côté numérique évolue, donc pourquoi pas évoluer sur le côté e-sport. Margot, pour finir, est-ce que tu voudrais compléter nos différents avis? Écoutez, vous avez très bien résumé. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Peut-être plus Lucas, je suis d'accord avec toi parce que j'ai un petit côté optimiste aussi.
à me dire que plus il va y avoir de demandes et de tournois organisés et plus il va y avoir de régulation dessus. Enfin, j'ose espérer. Mais voilà, je suis assez d'accord avec vous. Bon, ben merci à vous en tout cas pour ce bel épisode, ce premier épisode sur du coup l'e-sport dans notre année universitaire 2025-2026. Et voilà, hein, j'espère que vous serez présents pour d'autres podcasts. Bien entendu, peut-être. Merci à toi, Margot, pour l'invitation. C'était fort agréable. Mais merci beaucoup. Eh ben, pas de soucis. Merci beaucoup pour cette invitation, on s'est régalé. L'échange était très sympa. Très constructif. Hâte de suivre le prochain épisode. À Bientôt. bientôt. Ciao, ciao.